Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je reviens avec vous avec une histoire très connue en France qui s'est passée il y a environ une quarantaine d'années. C'est l'histoire des disparus de Lyon avec comme acteur principal le fameux Émile Louis. Alors effectivement aujourd'hui ce que je vais vous raconter, vous allez sûrement en avoir entendu parler, mais j'ai aussi envie de vous parler d'une enquête bâclée, de l'indignation qui est ressortie de tout ça, des conséquences positives, mais aussi d'une théorie glaçante derrière ce nom d'Émile Louis. Donc cette histoire commence en 1981. Il y a un fermier qui va retrouver dans une vieille étable un corps en état de décomposition très avancée. On sait que ce corps, que cette personne n'est pas décédée de manière naturelle parce qu'on va retrouver le corps pieds et poings liés avec un bâillon en tissu. Il a trouvé le cadavre enfoui sous ce tas de fumier. Le corps est pieds et poings liés, bâillonné avec un slip sur la bouche. Son état de décomposition rend l'identification impossible. La découverte du corps se fait à Rouvray. Rouvray, c'est pas très loin d'Auxerre. Auxerre, c'est dans l'Yonne. C'est une région du nord de la France. Le gendarme Christian Jambert va vraiment être impliqué dans la recherche de l'identité de ce corps parce qu'en fait, le corps est tellement en décomposition avancée qu'on va même pas pouvoir le reconnaître. On sait simplement que c'est une femme parce qu'on va retrouver des habits de femme à côté du corps. Christian Jambert avait un ami, donc cet ami avait entendu parler de la disparition d'une jeune femme dans son entourage et en a fait part à son ami, le gendarme Jambert. Et du coup, ils vont faire le rapprochement et ils vont trouver en fait que la personne disparue et le corps retrouvé sont une seule et même personne du nom de Sylviane Lesage, une jeune femme de 22 ans qui avait disparu 3 mois avant. Comment est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'il n'y a pas vraiment à l'époque d'expertise ADN possible. En fait, ils vont simplement comparer l'empreinte dentaire de Sylviane Lesage avec le corps. Ils vont trouver que c'est la même empreinte dentaire et du coup que c'est bien Sylviane Lesage. Là, le but c'est de retrouver qui a fait ça et du coup Christian Jambert va être vraiment impliqué dans cette recherche-là. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va remonter au niveau de son entourage et il va trouver la trace de l'amant de Sylviane Lesage qui n'est autre qu'Émile Louis. Émile Louis habite à Villefargier, vraiment très proche d'Auxerre et à environ 1 heure de l'endroit où Sylviane Lesage, son corps, a été retrouvé. À cette époque-là, Émile Louis est marié depuis de nombreuses années, a des enfants et en fait il est chauffeur de car pour des jeunes femmes issues de la DAS. Et également ces jeunes femmes issues de la DAS sont pris en charge par une association qui est l'APAJH, pour l'association d'aide aux adultes et aux jeunes handicapés de Lyon. Donc pour le reste de la vidéo, je vais appeler cette association l'APAJ, mais je ne sais pas si ça se dit comme ça. Vite fait pour un rappel, la DAS c'est la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales, qui aujourd'hui n'existe plus sous ce nom, qui vient d'aide aux enfants des familles en difficulté, qui n'ont pas de quoi s'occuper de manière saine de leurs enfants, c'est-à-dire qui ont peut-être des problèmes d'argent, d'addiction, d'alcool. Et du coup, ces enfants vont être soit placés en famille d'accueil, soit en foyer pour supposément leur assurer un avenir meilleur, ce qui n'est pas souvent le cas malheureusement. Et justement, Émile Louis et sa femme accueillent 3 fillettes issues de la DAS. Et lorsqu'elles vont être interrogées, ces fillettes vont se plaindre qu'Émile Louis les oblige à faire des drôles de choses. Et du coup, à l'époque, Émile Louis se sent un peu coincé avec le gendarme Jambert qui est persuadé que c'est lui qui est à l'origine du meurtre de Sylviane Lesage. Et vu qu'il va y avoir ces histoires d'attouchement sexuel sur des enfants mineurs, en fait il va avouer en disant oui c'est vrai j'ai des problèmes de comportement sexuel et en fait je me suis adonné à des attouchements sexuels sur ces 3 filles. Émile Louis, en vieux renard qu'il est, a compris qu'il fallait avouer quelque chose et qu'il fallait avouer le moins cher possible. C'est comme ça qu'il a avoué avoir fait des attouchements sur les mineurs qui était en garde chez Madame Binoche, ces mineurs qu'on avait entendus précédemment. Mais le reste, il a tout nié. Et donc, effectivement, il va être jugé et en 1983, il sera condamné à 4 ans de prison
ferme, et ce uniquement pour les attouchements. Et pour ce qui est de l'enquête autour de la mort de Sylviane Lesage, l'enquête va rapidement se solder par un non-lieu, et du coup je pense qu'il y a un manque de preuves concernant l'implication d'Émile Louis à ce niveau-là, donc du coup malheureusement on n'aura pas la réponse en ce qui concerne la mort de Sylviane Lesage. Dans toutes ses recherches, le gendarme Jambert va tomber sur des faits très inquiétants. Notamment, il va voir qu'entre 1977 et 1979, il y a plusieurs jeunes femmes issues de la DAS et du coup qui fréquentent aussi l'établissement de l'association La Page de Lyon, qui ont disparu sans laisser de traces. Et personne n'a eu l'air de s'en inquiéter. Ces femmes, elles ont entre 16 ans et 22 ans. Elles sont disparues entre 1979 et 1979. Donc il s'agit de Christine Marlot, Françoise Lemoine, Bernadette Lemoine, Jacqueline Weiss, Madeleine de Juste, Chantal Gras et Martine Renaud. Donc ce sont des femmes qui ont toutes un léger retard mental et du coup qui font partie, comme je vous le disais, du centre de La Page. Ce qui est un peu horrible, c'est qu'on se dit, et ce qui ressort souvent en fait dans cette enquête, c'est que si ça avait été des enfants disparus de personnes haut placées du type médecin, magistrat, avocat, effectivement on pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de recherches, mais comme ce sont des personnes qui sont issues de milieux un peu compliqués, qui ont des soucis un petit peu du coup de retard mental, on va un peu les mettre de côté. Et en fait, ce que va dire l'association, donc La Page, ils vont simplement dire que en fait elles ont probablement fugué. Mais bon, on veut bien qu'il y ait une fille qui fugue à un moment, mais 7 en 2 ans, sans qu'il n'y ait plus aucune trace, ça paraît quand même très étrange. Donc je ne peux pas malheureusement décrire qui étaient ces 7 jeunes femmes, parce que je n'ai pas le temps dans cette vidéo, ça prendrait beaucoup trop de temps, mais par contre je vous invite à aller dans la barre de description, il y a un site que j'ai utilisé d'ailleurs pour mes recherches qui est très intéressant et qui du coup parle de ces 7 jeunes femmes, un petit peu de ce qu'elles faisaient, qui elles étaient avant de disparaître. Et pour le gendarme Jambert, il y a un lien qui commence à se créer entre Émile Louis et ces jeunes filles disparues. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'Émile Louis déjà c'était le chauffeur de car donc de l'association et que du coup il connaissait ces 7 jeunes filles et surtout il les avait accompagnées du coup dans leur bus à plusieurs reprises, il leur parlait, apparemment il était même l'amant de certaines d'entre elles. Et en plus, c'est une des dernières personnes à avoir vu les jeunes femmes vivantes et elles étaient presque toutes avec Émile Louis juste avant leur disparition. Donc c'est quand même très étrange et on commence un petit peu vraiment à sentir qu'Émile Louis pourrait être impliqué là-dedans. En 1984, le gendarme Jambert a fait un énorme travail. Il a mis en lumière toutes ces constatations dans un rapport super bien rédigé qui montrait pourquoi Émile Louis serait impliqué dans la disparition de ces 7 jeunes filles. Il a voulu faire ouvrir une instruction, donc il est allé au parquet d'Auxerre, il a déposé son dossier et malheureusement le parquet va refuser d'ouvrir une enquête sur cette affaire et ça se soldera simplement par un non sur le rapport, sans vraiment d'explication, alors que le rapport était quand même à charge contre Émile Louis. Et du coup, pendant 12 ans, plus rien va ne se passer à ce niveau-là, ce qui est quand même très fou. Donc pendant ce temps, Émile Louis, lui, il continue sa petite vie. Je vous ai dit qu'en 83, il avait été arrêté une première fois pour attouchement sur mineur de moins de 15 ans. Et en fait, il va faire, sur les 4 ans de prison, il va en faire une. Donc, je sais pas pourquoi, j'imagine avec les remises de peine, tout ça. En tout cas, lui, il va aller habiter dans le sud à ce moment-là, en 84. Il sera divorcé de sa première femme. Il va continuer un petit peu ses violences sexuelles sur mineurs. Il va continuer à faire des attouchements sexuels commis avec violence. Donc, il sera condamné cette fois-ci à 5 ans de prison, dont 1 avec sursis. Il sortira de prison en 1992. Et en 92, Émile Louis se remarie avec une femme qui a une jeune fille issue d'une autre union. Et là, parallèlement à toute cette histoire, entre-temps, il y a un autre acteur qui va intervenir dans cette histoire, c'est Pierre Maunoir. Donc Pierre Maunoir, c'est qui? C'est un journaliste qui va commencer à s'inquiéter du sort des jeunes handicapés du centre justement de La Page de Lyon. Pourquoi? Parce qu'en fait, je crois qu'il a un frère qui avait fréquenté cet établissement et il entendait vraiment qu'il y avait des choses très étranges et malsaines qui se passaient. Notamment en plus, Pierre Charrier, le directeur, l'ancien directeur de cet établissement,
avait été condamné à 6 ans de prison pour agression sexuelle sur une fille du centre. Sa femme aussi faisait des choses très étranges. On avait rapporté qu'en fait elle montrait ses seins à une jeune femme trisomique. Enfin, c'était vraiment très glauque ce qui se passait. J'avais un frère qui était handicapé mental, qui était dans ces centres. Donc lorsque un des responsables de l'association a été arrêté pour viol sur handicapé, que la jeune fille qu'il avait violée était encore dans le centre tenu par son épouse et se faisait traiter de petite... Tout le monde était atterré. Et lorsque j'ai rencontré les institutions, préfecture d'As, personne ne bougeait. Donc j'ai voulu savoir pourquoi. Et du coup, Pierre Maunoir, le journaliste, a créé une association d'aide pour les handicapés de Lyon. C'est une association qui s'appelle l'ADHY. Et du coup, justement, en essayant de fouiller, de faire ses enquêtes, il va se replonger dans l'histoire des disparitions des 7 disparus justement de Lyon et qui avaient fréquenté ce centre. Et c'est comme ça, du coup, qu'en 1996, Pierre Maunoir va réussir, avec l'aide aussi des familles de ces disparus, à faire remonter l'histoire au niveau d'une émission qui est regardée du coup à la télévision qui s'appelle Perdu de vue. C'est une émission que je trouve dommage qu'elle n'existe plus. C'est une émission en fait qui faisait des recherches sur des personnes justement qui avaient disparu. Donc il y a des gens qui venaient et qui disaient voilà, ma soeur, mon grand frère ou un ami de longue date, je n'ai plus de nouvelles. Et l'émission va aider à retrouver ces personnes et du coup les faire venir sur le plateau. Et du coup, les familles des disparus sont présentes ce jour-là à l'émission et embauchent par ailleurs un avocat. Le chauffeur du car, on le dit depuis le début, tout tourne autour de lui. Nous avons des disparus qui l'ont vu pour la dernière fois. Il les a conduites à la gare, par exemple, et après elles disparaissent comme dans la fumée. Il est évident que cet homme-là, pour nous, représente la source véritable de cette vérité que nous recherchons. Et du coup, l'émission va faire sa propre enquête et il va ressortir que personne n'a eu de nouvelles des 7 disparus depuis la fin des années 70, c'est-à-dire au moment où elles ont disparu. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas perçu d'allocation, elles ne se sont pas mariées, elles n'ont pas eu de travail, ce qui commence vraiment à être très étrange. Et entre-temps, en fait, il y a des journalistes qui vont aussi aller interroger Émile Louis dans le sud. Il va juste se défendre en disant « bah non, laissez-moi tranquille avec cette histoire, c'est pas moi ». Il y a des anciens amis à lui qui vont l'avoir vu à l'époque creuser des trous à l'endroit où lui il faisait son potager, et il va dire bah non, moi aussi je creusais des trous, c'était pour repiquer des endives. Donc il a toujours réponse à tout. Vous avez l'impression d'être un bouc émissaire aujourd'hui? Oui. Le centre s'acharne sur moi. Et que je suis absolument pour rien, j'ai toujours clamé mon innocence. Et voilà, il se décharge complètement de ces histoires-là. Donc enfin, après avoir vraiment insisté auprès du parquet, il y a une réouverture de l'enquête qui va se faire en 1997. Enfin, on va pouvoir enquêter sur ces 7 jeunes femmes qui ont disparu. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. On vient vous voir, je suis journaliste. Oui. Et j'aimerais discuter avec vous si c'est possible. Non. Écoutez, si. Encore cette affaire-là, alors foutez-moi la paix avec ça. Parce que moi, je commence à en avoir marre. Ça fait plus de 20 ans. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on vient de faire chier encore là? Est-ce qu'il y a des preuves contre moi? Ah, moi j'en sais rien, je suis pas l'enquêteur de la gendarmerie. Eh ben alors, il n'y a aucune preuve, il n'y a rien. Alors qu'on fout la paix quand même, qu'on me laisse en paix au moins. Donc entre 1997 et 2000, il va y avoir des fouilles qui vont être faites sur des endroits de Lyon, donc là où avait l'habitude d'aller Émile Louis, c'est-à-dire à côté d'une rivière, là où il pêchait, là où il justement repiquait ses endives, tout ça. Donc justement parce qu'il y a des gens qui l'avaient vu creuser des trous. Ils vont creuser, fouiller un peu et personne ne va rien trouver. En 2000, Émile Louis va être placé en garde à vue. Et à ce moment-là, les policiers vont lui dire « Écoutez, vous jouez la carte de la prescription. Ces crimes, si vous êtes l'auteur de ces crimes, ça s'est passé il y a plus de 10 ans. Et à l'époque des faits, malheureusement, si les crimes avaient plus de 10 ans d'ancienneté, ils étaient prescrits, c'est-à-dire que la personne pouvait très bien admettre qu'il avait commis ces crimes et en fait sortir sans aucune condamnation derrière. Heureusement maintenant pour la petite histoire, c'est plus le cas, je crois que c'est doublé à 20 ans, même jusqu'à 30 ans maintenant, donc ça n'existe plus cette histoire de 10 ans de prescription, en tout cas dans le cadre de crimes. Et en tout cas à l'époque, lui, il s'est dit, je veux voir dans le code pénal ce qui se dit, si vraiment c'est vrai cette histoire de prescription. Donc les gendarmes lui montrent et il commence à avouer le meurtre des 7 jeunes femmes disparues, enfin. Donc lui, il va dire que voilà, avec certaines, il avait eu des relations
consenti. Il explique en quelle année il les a tués, en quelle année ça s'est passé, qu'il les a enterrés. Et en fait, à un moment où il se trouve avec elle, il va y avoir des pulsions comme une bête qui sort de lui et en fait il va les tuer. Donc du coup les gendarmes en profitent pour aller sur place avec Émile Louis et Émile Louis va désigner 7 emplacements donc pour les possiblement où il aurait enterré les 7 jeunes femmes dans des endroits où il avait justement l'habitude d'aller à l'époque. Entre-temps, donc quand il rentre, il pense qu'il va rentrer chez lui et en fait pas du tout. Donc on va évidemment le mettre sous les verrous et lui il pensait réellement qu'il allait rentrer. Et puis on lui dit bah non mais ça se passe pas comme ça, enfin vous avez quand même avoué 7 meurtres, on va quand même juger si oui ou non on vous garde ou on vous garde pas. Et du coup bah, à ce moment-là en 2001 il va se rétracter en disant non mais en fait c'est n'importe quoi, c'est un coup monté, c'est pas vrai, c'est pas moi, j'ai indiqué des endroits comme ça au pif. Et en fait, ben, c'est pas possible parce qu'on va creuser aux endroits qu'il a indiqués, on va faire des fouilles, on va trouver 2 corps aux endroits qu'il a indiqués. Des ossements humains découverts à l'endroit même où Émile Louis les avait localisés, c'est le dernier rebondissement de l'affaire des disparus d'Auxerre. Après 3 jours de fouilles sans relâche, toujours dans le même champ, les enquêteurs ont fini par trouver un squelette presque complet, des restes de vêtements, à moins d'1 mètre de profondeur. Donc les corps de Madeleine de Juste et de Jacqueline Weiss, donc 2 des 7 personnes disparues. Donc là, c'est vraiment accablant pour Émile Louis. Il dit non, mais en fait, moi j'ai vu des gens qui les avaient enterrés ici, ou moi j'avais mis ça vraiment au pif. Mais en fait, c'est pas possible parce qu'il y avait déjà des fouilles qui avaient été faites auparavant sans aucune indication et personne n'avait rien trouvé. Et là, sous ces indications, on trouve directement 2 corps. Et en plus de tout ça, et ce que je trouve très bizarre quand même, c'est qu'on va retrouver un album photo appartenant à Émile Louis avec des photos de lui à côté du lieu où on a découvert les corps. C'est comme si on l'avait déposé là pour l'accuser, parce qu'en soi je vois pas pourquoi, il n'y a pas eu trop d'explications de pourquoi est-ce que l'album photo était là, mais je l'ai juste vu et je trouvais ça un peu étrange, donc je voulais vous le faire partager. Jusqu'au bout, à partir de ce moment-là, il va continuer de nier et ça va vraiment être sa stratégie de défense. Donc maintenant, il y a quand même le vrai problème de la prescription. Si les crimes ont plus de 10 ans, c'est pas possible. Donc je pense que la justice, c'est qu'elle est vraiment fautive dans cette histoire quand même. On va tout faire pour que justement ces crimes ne soient pas prescrits et qu'on puisse condamner, en tout cas juger Émile Louis dans cette affaire. On va retrouver un courrier datant de 1993, rédigé par le substitut du procureur, qui commence à s'inquiéter du sort de disparus, justement, de ces disparus de Lyon. Et du coup, ce courrier va être considéré comme un élément, un acte d'enquête interruptif de la prescription. Donc du coup, on oublie la prescription. Donc je pense qu'en fait la justice elle fait un peu ce qu'elle veut et qu'elle s'est dit bah tiens voilà on va quand même faire quelque chose parce qu'on a quand même retrouvé 2 corps. Et en plus au milieu de tout ça, je vous avais dit que Émile Louis s'était remarié et que cette femme avait une fille. Et en fait, sa deuxième femme et la fille de cette femme vont porter plainte contre Émile Louis pour viol et acte de barbarie. Alors effectivement, donc je vous en parlerai pas ici, elles vont décrire ce qu'elles ont vécu, ce qui est complètement horrible. Et du coup, il va être condamné pour cela en 2004 à 20 ans de réclusion criminelle. Il va faire appel et en 2005, finalement, en appel, il sera condamné non plus à 20, mais à 30 ans de réclusion criminelle. Je dis que j'étais la seule, c'est pour ça que je ne me suis pas, j'ai jamais porté plainte au début, rien du tout. J'avais honte, C'est impensable de voir un homme qui ait fait des choses aussi horribles. Et dire que j'étais l'épouse d'un homme comme ça, mais c'est vraiment... Et c'est en 2004 que s'ouvre le fameux procès des disparus de Lyon, donc le procès d'Émile Louis. Les familles attendent énormément de ce procès, donc parce qu'il y a quand même 5 jeunes filles qui sont toujours portées disparues, on n'a toujours pas retrouvé leur corps, et on attend qu'Émile Louis fasse des confessions, et dans quelles circonstances, et où sont les autres filles, mais il ne va rien dire. Limite, lui, il est amusé d'être là, parce qu'en fait, il sait qu'il va finir sa vie en prison, donc il sourit, il est content, il rigole, et effectivement, bah, il ne va rien dire au grand désespoir des familles. On n'a pas trop de doute sur le sort d'Émile Louis, mais en plus de tout ça, va se rajouter le témoignage de sa fille, décrire son enfance, donc tous les viols qu'elle a subis, et aussi le fait qu'elle ait vu à un moment donné en forêt, donc son père devant elle, tué en éventrant une jeune femme. Il n'y a pas d'autres informations dessus, mais c'est vrai que ça va finir en fait de sceller le sort d'Émile Louis. Et effectivement, il va être reconnu coupable de l'assassinat de ces 7 jeunes femmes. Il va être condamné à perpétuité. Il va faire appel,
Je trouve qu'il a quand même pas mal d'audace, mais bon, il n'y a rien qui va changer en appel, donc c'est toujours perpétuité en appel. Donc à ce moment-là, on va plus rien apprendre de nouveau d'Émile Louis, et en 2013, il va décéder de vieillesse. Donc à partir de ce moment-là, c'est terminé, on n'a plus d'informations. Donc ça, c'est l'histoire d'Émile Louis, des disparus de Lyon, mais en parallèle, il y a vraiment quelque chose qui a été mis en lumière que je trouve assez fou. Donc c'est un peu une théorie très glauque, et en plus il y a eu vraiment des soucis dans cette enquête. Donc j'ai fait exprès de parler de l'enquête en gros d'un côté et vous parler en fait des soucis qu'il y a dans l'autre pour que ce soit plus facile à intégrer. Donc tout d'abord, on a le rapport du gendarme Jambert à l'époque, en 84, qui avait quand même été très accablant contre Émile Louis. Et ce qui est bizarre, donc, c'est que ce rapport avait été perdu. Il a été retrouvé plus tard, mais il a été perdu pendant quelques années et on ne sait pas pourquoi. C'est pas le genre de choses qu'on perd. De plus, je vous ai pu parler de ce gendarme à un moment parce que en fait, en 97, il s'est officiellement suicidé de 2 balles dans la tête. Donc déjà, il y a plusieurs soucis par rapport à ce suicide. Petit aparté, je vais poster des photos du corps du gendarme Jambert qui s'est suicidé. Donc si vous êtes sensible, je vais vous mettre un lien pour vous montrer à quel moment vous pouvez passer pour ne pas voir les photos. Notamment, il y a des éléments qui ne collaient pas avec le suicide, mais en fait on a classé directement cette histoire en suicide sans faire d'autopsie ou quoi que ce soit, ce qui fait que tous les scellés reliés, c'est-à-dire la carabine, tout ça, ont été détruits. On n'a pas pu vraiment faire d'enquête sur cette partie-là. De plus, premier rapport d'autopsie, donc quand en fait la famille s'est vraiment insistée pour qu'il y ait une autopsie qui soit faite, premier rapport d'autopsie, on voit qu'il y avait 2 balles dans la tête, donc 2 balles qui étaient toutes les 2 mortelles. Bizarrement, c'est une balle qui est dans cet alignement-là et une balle dans cet alignement-là. Donc le gendarme aurait du coup tiré ici et tiré. Ce que je trouve très étrange. C'est un peu impossible en fait. Donc effectivement, premier rapport d'autopsie, conclusion, ce n'est pas une mort accidentelle. Ensuite, il y a eu 2 autres rapports qui du coup contredisaient le premier, notamment parce qu'apparemment c'était une arme qui avait été modifiée, que c'était possible qu'il y ait eu 2 balles qui soient parties en même temps, dans ce sens-là, dans ce sens-là. J'ai pas tout compris, en tout cas ça a été classé comme suicide. Notamment, il y avait un petit mot qui avait été écrit de sa main pour sa fille. Et aussi, c'était une personne qui était un peu en dépression depuis qu'elle ne travaillait plus en tant que gendarme. Je crois qu'il avait pris sa retraite. En tout cas, il y a plusieurs personnes dans sa famille qui sont persuadées qu'en fait, ce n'est pas une mort par suicide, mais que quelqu'un l'a tué. Et aussi, quelque chose d'étrange, c'est que entre les autopsies, donc il y a eu 3 autopsies au total, bizarrement, il y a eu des parties du crâne qui ont disparu. C'est-à-dire, je crois qu'il y a une partie de la mâchoire qui a disparu, une partie de l'os occipital également. C'est un corps qui a subi beaucoup de manipulations, tout ça. Mais je me rappelle d'une interview, ou en tout cas d'un témoignage de sa fille qui disait, en fait, pour les autopsies, le corps était escorté par des gendarmes. Donc je ne vois pas à quel moment on aurait pu perdre un bout du corps. Enfin, ça aussi c'est quelque chose de très bizarre, très complexe, mais bon, c'est un peu passé aux oubliettes malheureusement. Pourquoi est-ce que je parle de ça et qu'est-ce que ça a à voir avec cette histoire? Donc qu'est-ce que ça a à voir? C'est dans le rapport, le fameux rapport de Jambert. Il avait mis en lumière l'amitié entre Émile Louis et les directeurs de l'association La Page de Lyon, dont je vous ai parlé, dont le directeur avait été condamné à 6 ans de prison pour attouchement sur une jeune femme du centre. Et ça fait le rapprochement avec ce directeur, mais aussi avec une histoire sordide qui s'est passée en 1984, aussi dans Lyon, où on a retrouvé, on a démantelé un réseau en fait très glauque de filles issues de la DAS qu'on séquestrait, qu'on vendait comme esclaves sexuels, donc à des tarifs différents, à des personnes assez haut placées. On a retrouvé la trace de 4 de ces personnes qui malheureusement avant leur jugement je crois sont décédées de manière différente. On soupçonne qu'il y avait beaucoup plus de personnes que ça et notamment peut-être des personnes impliquées, haut placées en tout cas dans la région de Lyon ou d'Auxerre. On a eu le témoignage d'au moins 2 jeunes femmes issues de la DAS, dont une qui était issue de l'établissement donc de la Page de Lyon. La grande question c'est, vu que Émile Louis connaissait les directeurs de la Page et que des jeunes femmes issues de la DAS avaient fréquenté cet établissement, ont été retrouvées dans le réseau d'esclaves sexuels, on s'est demandé si par hasard Émile Louis n'était pas relié à toute cette histoire et qu'en fait il n'était que par exemple un pion parmi un énorme réseau de personnes très haut placées dans la région. Peut-être que c'était lui qui s'occupait d'enterrer les corps et peut-être qu'en fait le gendarme Jambert avait découvert
toute cette histoire et on a voulu le faire taire. D'ailleurs, on se demande que sont devenues les 5 autres filles. Est-ce qu'elles faisaient aussi partie peut-être de ce réseau? Est-ce qu'elles ont été tuées? Et malheureusement, toutes ces questions restent sans réponse aujourd'hui. Une partie positive dans cette histoire, il y a quand même eu la création d'une association d'aide aux personnes handicapées par Pierre Monnoir, qui a vu le jour en fait pour protéger ces personnes qui malheureusement n'ont pas eu de chance dans leur vie, qui ont été énormément mis de côté dans la société. En tout cas, c'est une histoire bien compliquée qui montre que vraiment il y a des personnes mauvaises et qui font des choses très sordides dont on n'a même pas idée. Donc j'espère que c'est une histoire qui vous a plu quant aux détails et à mes explications et à mes recherches. N'hésitez pas, si vous avez des recommandations, vos théories, vos propres théories, si vous avez eu d'autres informations sur cette histoire. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu, cette vidéo. Je vous remercie énormément de l'avoir regardée et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.